Bonjour et bienvenue pour cette dernière partie du cycle consacré aux années 2000. C'est ainsi qu'on va refermer ce cycle sur l'histoire du rock qu'on a commencé avec les années 50 et aujourd'hui nous allons mettre le focus en fait sur deux artistes, enfin un groupe et un artiste, une artiste, à savoir Amy Winehouse et Coldplay. Bonjour tout le monde, et oui, aujourd'hui nous allons parler de deux artistes radicalement différents, tant d'un point de vue sonore que dans la manière dont ils ont abordé leur musique. Amy Winehouse a évidemment profondément marqué le son de la musique des années 2000 avec finalement un aspect un peu ovni. Elle est apparue comme ça presque du jour au lendemain et elle a vraiment révolutionné le son de la musique pop, rock, de la musique soul avec un amour pour le jazz tout d'abord, puisque c'est quelqu'un qui, quand elle a grandi, a beaucoup écouté du jazz. Elle est issue d'une famille de musiciens de jazz, et tout ça va la bercer évidemment. Et puis de ce jazz, notamment aussi l'influence de Frank Sinatra, des girls groups, notamment je pense à un groupe comme les Shangri-Las, qui était un de ses groupes favoris, un groupe féminin. Et elle a mélangé avec beaucoup de subtilité toutes ces influences pour sortir surtout un album fabuleux qui s'appelle Back to Black, qui est sorti en 2006 et qui a vraiment en fait révolutionné le monde de la pop de l'époque. Un album d'une maturité absolument incroyable pour une si jeune musicienne et chanteuse. Il faut dire qu'en fait elle avait commencé en 2003 à l'âge de 20 ans avec un premier album Frank qui était extrêmement prometteur, et puis Back to Black, c'est vraiment l'album de l'apogée, c'est l'album de la maturité, on peut le dire, alors qu'elle est encore effectivement si jeune. Et c'est un album sur lequel on retrouve des standards comme Rehab, qui est un morceau qui évoque évidemment son passage dans un centre de réhabilitation, un centre de désintox, où elle devra passer dans le début des années 2000 pour aller soigner ses dépendances à la drogue et à l'alcool, surtout à l'alcool, et donc elle devra... elle raconte en fait dans ce morceau ce qu'elle a vécu dans ce centre. Ce qui est assez marrant aussi, c'est comment ce morceau Rehab va naître. En fait, il va naître assez simplement lors d'une discussion avec son producteur dans la rue. Ils sont en train, en fait, au tout début du processus de la création de l'album Back to Black, ils sont en train de discuter de musique, et puis à un moment, en fait, Amy Winehouse raconte tout simplement à Mark Ronson, son producteur, ce qu'elle a vécu en rehab, et elle commence à chantonner ce morceau-là, et ça lui vient de nulle part. Et c'est comme ça que le morceau prend vie. Mark Ronson est tout à fait étonné en lui disant « Mais ça vient d'où cette mélodie que tu es en train de me chanter ?»« Ah c'est un truc que je viens d'inventer là, juste maintenant. » Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte aussi évidemment de l'énorme potentiel qu'elle a, énorme potentiel qu'on entendra aussi sur le morceau Back to Black, qui raconte évidemment son histoire assez compliquée de rupture avec son ancien petit ami, avec qui elle va se remettre, se marier, une histoire assez difficile. Mais dans ce morceau, Back to Black, quand on l'écoute, ça pourrait très bien être un morceau de Billie Holiday, par exemple, tant on sent une maturité, on a l'impression que c'est non pas une musicienne et chanteuse de 20 ans qui parle, mais bien quelqu'un qui aurait 40-50 ans et une expérience de vie plus importante. C'est en tout cas un morceau qui a marqué les esprits, et cet album Back to Black, même s'il sera simplement le second et le dernier album à sortir du vivant de la très courte vie d'Amy Winehouse, continue aujourd'hui à résonner à travers son influence pour des jeunes musiciens et musiciennes à travers le monde. Et oui Laurent, et donc pour parler de Amy Winehouse, je voudrais surtout mentionner son second album, Back to Black, album très intéressant parce que elle quitte un peu l'univers un peu plus jazz de son premier album, et elle va véritablement aller pleinement vers la soul, vers une musique qui va être enregistrée à l'ancienne. Et pour ce faire, elle va travailler avec le groupe les Dap Kings, qui est le groupe de Sharon Jones, chanteuse noire américaine qui chante vraiment à l'ancienne. On va parler là de Neo Soul, puisque c'est un groupe récent, mais qui travaille véritablement à l'ancienne. Et pour ce faire, ils vont rentrer en studio dans le petit studio de leur label, Daptone Records, qui dispose de moyens véritablement à l'ancienne, une toute petite console, pas très onéreuse, une Trident, qui va servir aux prises de son, aux enregistrements musicaux de l'album, avec l'ingénieur du son du studio, Gabriel Roth, qui va véritablement donner sa patte, et avec sa manière de faire, avec son savoir-faire à l'ancienne, va véritablement donner cette couleur tout à fait vintage au son de cet album.
Alors pour ce faire, il va utiliser très peu de micros finalement. On sait qu'il est fan par exemple pour enregistrer une batterie de ne mettre que 2 ou 3 micros. Un seul micro bien placé va véritablement faire le son de la batterie. Il enregistre évidemment sur des machines à bande, pas d'ordinateur dans ce studio évidemment, et donc tout est fait à l'ancienne dans ce petit espace. Et évidemment, voilà, c'est ce qui contribue à avoir ce son véritablement vintage, néo-soul pour cet album Back to Black. Groupe très marquant des années 2000, d'ailleurs c'est en 2000 que sort le premier album de la formation, c'est le groupe Coldplay qui sort l'album Parachutes donc en 2000, un album qui va en fait, grâce à la force de certains titres, comme Don't Panic, comme Shiver ou comme encore Yellow, Yellow qui sera un grand tube à l'époque, et bien va permettre en fait à Coldplay de s'insérer en fait dans cette scène rock, où par exemple des groupes comme Radiohead dont on a parlé précédemment sont en train de plus en plus s'orienter vers des influences électroniques. Oasis est pratiquement déjà au début de la fin de sa carrière avec un son qui devient de plus en plus psychédélique, expérimental aussi, et qui s'éloigne un petit peu du son Britpop de ses débuts. Avec ce premier album de Coldplay, eh bien, on revient à un son rock extrêmement mélodique, des mélodies extrêmement bien ficelées, bien réalisées, par une équipe qui est au sommet, il faut le dire. En fait, l'histoire de Coldplay va remonter en fait à l'année 1996, à une rencontre à l'université College of London, qui est une des plus grandes universités et aussi une des plus anciennes universités de Londres, qui va voir en fait la rencontre entre Chris Martin et le guitariste Johnny Buckland, et c'est vraiment ça qui va être l'étincelle de la création du groupe Coldplay, qui 4 ans après sort ce premier album Parachutes, produit par un certain Kel Nelson, qui aura une façon de travailler assez à l'ancienne, assez analogique, et ça Pierre va en parler d'ici quelques instants. Vous dire aussi que ce groupe Coldplay va, avec cet album Parachutes, évidemment, connaître un succès gigantesque, un succès assez incroyable d'ailleurs pour un premier album, parce qu'on le sait, dans l'histoire du rock, ce ne sont pas toujours les premiers albums qui fonctionnent, il faut parfois 2, voire 3 albums pour que les choses démarrent. Ici, le premier album est un succès retentissant, qui sera suivi 2 ans plus tard par un succès encore plus important, avec l'album Rush of Blood to the Head, qui sera vraiment parsemé de succès et qui se vendra à des millions d'exemplaires à travers le monde, et qui va évidemment conforter cette place de Coldplay comme nouvelle valeur extrêmement sûre du rock britannique. Alors évidemment, on pourrait dire que par la suite, on le sait, Coldplay va s'éloigner peut-être de plus en plus du son rock, du son pop, pour aller vraiment vers du son plus pop, voire parfois R&B. Avec des choix parfois musicaux qui vont décevoir les fans des 2 premiers albums. Mais bon, ça fait partie en tout cas de l'influence et en tout cas de l'évolution d'un groupe, d'essayer des différentes choses. Mais en tout cas, c'est ce groupe Coldplay, avec ces 2 albums, a vraiment profondément marqué le son des années 2000 et a permis aussi à pas mal de formations de venir se calquer sur ce son et à produire de nouvelles choses par la suite. Oui Laurent, et donc pour parler de l'aspect studio concernant Coldplay et cet album Parachute, c'est surtout intéressant de mentionner leur collaboration avec l'ingénieur du son producteur Ken Nelson. L'enregistrement va commencer au Rockfield Studio au Pays de Galles, mais surtout va avoir lieu dans un studio à Liverpool qui s'appelle le Park Street Studio, qui dispose en fait de 3 parties, 2 grandes parties avec une console SSL d'une part et une console Nive d'autre part, et aussi ce qu'ils appellent le studio projet, qui est un petit studio aménagé à l'étage, et c'est là que la majorité des prises vont être effectuées. Alors l'approche pour cet album-là au niveau son, au niveau ingé son, ça va surtout être de les faire jouer en live, de faire des prises véritablement où tout le monde joue en même temps. Ça c'est véritablement le secret, la manière de procéder pour cet album. Jouer en live, tout simplement pour avoir la bonne énergie, pour avoir la bonne prise, et donc plutôt que de passer beaucoup de temps à faire du montage, à faire des mixages compliqués, à faire des overdubs, ils vont surtout se concentrer sur la prise, sur le fait d'avoir véritablement la bonne prise
à la base. Et donc cet ingénieur du son, Ken Nelson, va véritablement porter une attention toute particulière sur le placement des micros, évidemment. Il va en général mettre beaucoup de micros, par exemple autour de la batterie, de manière à avoir plusieurs options lors du mixage. Étant donné qu'ils font une série de prises et que c'est véritablement les prises en live qui comptent, eh bien, il veut se donner la possibilité d'avoir toute la matière possible pour faire ce qu'il veut par après lors du mixage. Alors on peut noter aussi que les enregistrements de piano vont être faits de manière très simple, assez conventionnelle, avec seulement 2 micros, de manière à avoir ce son toujours un peu live à certains moments et pour certains morceaux. À noter aussi sa manière assez particulière de traiter les guitares électriques. Hein, il va utiliser souvent 2 amplis pour enregistrer les guitares électriques. Un ampli qui utilisera tous les effets du guitariste, de manière à avoir le son de la guitare, le son que le guitariste a habituellement sur scène, et un ampli qui, lui, ne contiendra que le son pur de la guitare. Tout ça de manière à pouvoir doser après, lors du mixage, les différents effets guitare. Et donc un type de production, une manière de faire, somme toute assez simple, qui va véritablement privilégier la performance de l'artiste, puisque finalement, les artistes, la plupart du temps, ils sont sur scène, ils sont en répétition, et donc Ken Nelson, l'ingénieur du son, ne voit pas pourquoi finalement on n'enregistrerait pas de la même manière en studio les artistes, c'est-à-dire dans leur manière de fonctionner habituellement. Eh bien, voici la fin en fait de ce cycle sur l'histoire du rock. Ça a été un véritable plaisir de partager ces moments avec vous. Évidemment, avec vous, Oshirou, pour les premières parties de ce cycle, puis qui ont été continuées ici en vidéo, confinement oblige. On aura l'occasion, et c'est une excellente nouvelle, de continuer ce cycle pendant l'été, non pas en tant que cycle sur l'histoire du rock, mais là on va revenir en fait sur des morceaux avec Pierre, sur des morceaux qui ont soit marqué certains étés de par leur sonorité, de par leur composition, ou alors des morceaux qui parlent aussi de l'été, des grands classiques évidemment de l'histoire du rock. On aura le plaisir de décortiquer avec Pierre par rapport à l'histoire de ces morceaux évidemment, un petit peu l'histoire des coulisses, mais aussi de comment tout ça a été réalisé en studio. Et puis on aura l'occasion, et j'espère physiquement, de se retrouver en septembre au Chirou pour un nouveau cycle sur l'histoire du rock qui ne sera pas comme le précédent, bien décliné par décennies, mais bien par une autre thématique dont je ne peux pas encore vous parler maintenant, mais dont on vous parlera évidemment très très bientôt. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très 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 bientôt.